Et donc, depuis 2 ans, quelle est la situation, ce dont vous entendez parler, entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne? Ils ont décidé de sortir. Ceux qui ont convaincu qu'il fallait sortir et que c'était simple ont pris la tangente, et on s'aperçoit que c'est très compliqué. Et donc là, on a conclu un accord qui est quoi? Qui est de dire qu'il va y avoir une période intercalaire, dans quelques années, et à la fin, on va vers une relation qui permet des accès, mais vous n'êtes plus un membre de l'Union européenne, mais on se fixe des règles réciproques et on va préparer ce qu'on appelle la relation future. Et il faut le faire tout en protégeant la partie irlandaise qui va rester dans l'Europe par rapport à l'autre partie de l'Irlande qui, elle, va suivre la Grande-Bretagne. Cette solution qui a été négociée pendant des mois et des mois par la Grande-Bretagne avec l'Europe, elle n'arrive pas à être acceptée par le Parlement britannique. Ça n'est pas avant tout un problème européen. Et vous le voyez bien par rapport à tous nos sujets, ce qu'on a dit sur le RIC et nos questions démocratiques, c'est une forme d'impasse politique et démocratique britannique. Le peuple a voté quelque chose, le gouvernement a essayé de le mettre en œuvre et le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord positivement sur une solution. Alors d'abord, je veux vous rassurer, si on arrivait à une solution où les Britanniques devaient quitter l'Europe sans accord, on s'est préparé. Et donc on a passé tous les textes au Parlement, le gouvernement a pris les mesures pour protéger notre économie si d'un seul coup on devait couper les choses. Mais ça veut dire qu'on va devoir recontrôler nos frontières qui étaient ouvertes, refaire des contrôles entre l'Union européenne et donc la France et la Grande-Bretagne, etc. etc. Bon. Moi, ma préférence, c'est qu'on puisse réussir à trouver un accord. Soit ils vont prendre un peu plus de temps à trouver un accord, soit peut-être on peut réussir à aller vers un nouveau référendum, vers de nouvelles discussions. C'est aussi une option possible, parce qu'à un moment donné, c'est à la Grande-Bretagne de régler son problème de fond. Mais moi, je veux que vous vous mettiez bien en tête cette situation qu'on est en train de vivre, et que le Brexit ne soit pas simplement des nouvelles lointaines que vous entendiez à la télévision. Ça veut dire qu'il y a un peuple, à quelques centaines de kilomètres, enfin milliers de kilomètres de nous ici, à qui on a expliqué « votre problème, c'est l'Europe. On a une solution simple, il suffit d'en sortir. Ça ira beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça ne coûte pas cher, vous allez gagner de l'argent. » Et c'était faux. Le cœur du problème, ce n'était pas l'Europe, c'était les difficultés de nos économies et de nos pays. C'est en fait beaucoup plus difficile quand on est tellement lié de sortir, et ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, l'Europe que votre génération va avoir à vivre, c'est à vous de l'inventer. C'est à vous de la porter. Il faut la changer. Il y a des tas de choses qui ne sont pas satisfaisantes. Moi, je mène plusieurs combats dans ce sens. Mais dire du jour au lendemain, ça ira beaucoup mieux si on quitte l'Europe, il y a une démonstration qui est faite, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que ça va beaucoup mieux, ce n'est pas vrai que ça se fait simplement. Et je vous le dis parce que votre génération ne s'en rend peut-être pas compte. Mais ce qu'on vit en Europe, depuis 70 ans, grâce à l'Union européenne, aucune des générations avant nous ne l'avait vécu. Aucune. On a la paix, on circule librement, on a la prospérité. Si vous regardez l'histoire de notre Europe, et en particulier de cette région, avec le reste de l'Europe, à chaque génération, il y avait un conflit. À chaque génération, il y avait des fractures. Et donc, ce n'est pas parce que maintenant c'est intégré, qu'on l'a depuis 70 ans, qu'il faut penser que c'est de toute éternité. C'est au fond très récent. Et ça, on doit le protéger. Et donc l'Europe, il faut la transformer, être exigeant, qu'elle protège davantage les peuples, qu'elle comprenne nos spécificités, qu'elle soit plus simple, qu'elle nous permette d'exister face aux États-Unis et à la Chine. Mais bon sang, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est né parce qu'il y a eu la guerre et que nos grands-parents ont dit plus jamais ça. Donc votre responsabilité, c'est de la transformer, mais de la protéger, de continuer à la faire vraiment, et pas de laisser les discours les plus simplistes prospérer. J'ai noté ensuite l'attaque gratuite contre l'Olympique de Marseille, qui sera réglée lors du prochain match. Et j'ai répondu sur l'autre point par ailleurs, et quant à votre message direct sur les beaux yeux, il a été reçu, il ne m'appartient pas d'y répondre. Louis, vous avez à votre tour, je pense par votre expérience personnelle, mis des mots
sur une des choses dont on ne parlait pas depuis des années et qui est ressortie avec cette crise, et qui correspond à ce que vous avez très bien dit tout à l'heure et que j'évoquais. C'était comme un angle mort, on n'en parlait pas. Ces familles séparées, ou ce qu'on appelle souvent ces familles monoparentales, où il y a un des deux parents, et je dois dire c'est plus souvent le papa que la maman, qui ne paye pas la pension alimentaire. Et donc ces familles où il y a l'un des deux qui assure toute la charge, la justice qui pourtant a prononcé un jugement et qui n'est pas respecté, et la plupart du temps, une femme seule qui élève son ou ses enfants sans que l'argent qui est dû pour l'éducation des enfants soit donné. Et ce que vous avez dénoncé, c'est vrai, et aujourd'hui, nous ne sommes pas bons sur ce sujet. Et donc, pour moi, c'est l'un des points sur lesquels j'ai demandé au gouvernement d'avancer. On doit avancer comment? Un, c'est des pistes, et je m'en veux qu'on ne l'ait pas vu avant. Un, c'est s'assurer qu'il y ait une meilleure exécution des décisions de justice. On ne peut pas accepter, et c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit, qu'il y ait tant de décisions de justice qui ne soient pas appliquées comme elles le devraient. Deux, on doit réussir à construire des mécanismes de caution. Le risque, il ne peut pas porter sur la maman seule. Et donc, il doit y avoir une forme de mécanisme de caution où on va se retourner vers celui qui ne paye pas, mais pendant le temps qu'il paye, il doit y avoir la solidarité qui aide et qui compense. Mais notre système, il a été pensé il y a des décennies. Il y a 20-30 ans, il y avait beaucoup moins de divorces, il y avait beaucoup moins de familles monoparentales, il y avait beaucoup moins ces situations. Et donc, on a laissé créer un phénomène dont la victime sont souvent ses mamans et à chaque fois ses enfants, et qui crée tous les problèmes que vous évoquiez. Donc ça, c'est un des points concrets sur lesquels je veux qu'on apporte une réponse en sortie de débat, par la justice, par un mécanisme de caution. Et puis après, il y a l'accompagnement que l'école doit avoir. Et l'école de la confiance, c'est l'école de la bienveillance. Elle ne peut pas laisser des familles non plus toujours seules comme ça. Allez-y, Louis, vous voulez dire un mot? En fait, quand il y a, au bout d'un certain niveau de recours, vous pouvez aujourd'hui faire, et on le fait dans certains cas, très peu dans ces cas, ce qu'on appelle un avis à tiers détenteur, où on va prélever directement sur le compte de la personne qui ne respecte pas une décision de justice ou ce qu'elle doit le montant. Et dans les solutions pour que ça s'applique mieux, il peut y avoir ça. Vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, sinon, il y a trop de gens qui organisent leur insolvabilité pour ne pas payer. Et donc, ça fait partie des propositions qui doivent pouvoir émerger. Vous avez parfaitement raison, encore une fois, sur ce sujet. Ensuite, sur l'écologie, la ministre a répondu, mais je veux dire un mot, parce que vous avez eu totalement raison. Vous êtes où? Sur les bouteilles plastiques. Alors, vous avez raison, il y a des innovations type bulle d'eau ou autres, avec des mécanismes, et d'ailleurs ce sont des entreprises françaises, pour certaines qui le développent, sur la base de recherche française, où grâce justement à des technologies chimiques très simples et totalement naturelles, on a un conditionnement qui n'est pas plastique. Ça, on le développe, on veut aller beaucoup plus loin, on les encourage, on finance, d'ailleurs, on les a financées pour certaines d'entre elles. On a développé cette initiative Make Our Planet Great Again, et on va continuer à financer à la fois les compétences et les investissements. C'est ce qu'ont dit les ministres. Après, la grande difficulté sur ces sujets, pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, c'est est-ce qu'on met des interdits et est-ce qu'on arrête l'ancien système. On est en train de plus en plus d'interdire, de raccourcir les délais d'usage sur le plastique. Mais si j'interdis la totalité, par exemple, du plastique partout, d'abord, ça va poser des tas de problèmes à des entreprises alimentaires pour leur conditionnement, ce qui va poser des problèmes après à ceux qui leur vendent la nourriture. Et puis, ce n'est pas tant des problèmes de lobby. Moi, je m'en fiche des lobbies. C'est des problèmes d'emploi. C'est que si on dit demain, l'année prochaine, il n'y a plus du tout de plastique, il n'y a plus de conditionnement plastique, il y a des endroits où il y a des milliers d'emplois qui vivent de ça. Et donc, c'est pour ça que sur ces sujets d'écologie comme de numérique, on parle de transition. Il faut aller le plus vite possible. On peut aller vite sur des sujets comme tout à l'heure la production d'électricité. Sur des sujets comme ça, il faut être très clair sur le cap, il faut mettre le maximum de moyens sur les nouvelles technologies, les nouvelles productions, tout ce qui permet d'économiser. Mais il faut permettre une transition pour ceux qui sont embarqués dans le vieux modèle. Sinon, on les tue tout de suite et vous créez des conflits dans la société. Et puis, par rapport au sujet du plastique qui est un scandale, le plastique, c'est le nouveau continent. C'est ce qui tue nos mers, ce qui est en train d'étouffer la Méditerranée. La réponse, elle est aussi dans les usages.
on a pris des dispositions pour pénaliser beaucoup plus ceux qui jettent, ceux qui ne recyclent pas, et on va continuer à développer ça. Et ça passe par l'éducation, les usages, la transformation des comportements. Et là, votre génération a une place essentielle à jouer, c'est d'arrêter de penser qu'on est dans un monde qui se recycle tout seul, ça n'est pas vrai. Et le plastique qu'on jette, c'est un plastique qui étouffe la biodiversité, qui détruit la nature et qui détruit notre environnement. Sur la gestion des milieux forestiers et les emplois, les ministres ont répondu sur votre première question. Ce sont des métiers d'avenir. Donc c'est des métiers où on investit dans l'éducation, on investit dans les compétences, on investit dans les filières. Sur le forestier, vous avez raison, et en particulier dans la région, mais pas seulement. La France, c'est une puissance forestière. Et ça, je veux que vous le mettiez aussi en tête, comme pour l'agriculture. Nous sommes un très grand pays forestier. Mais depuis des décennies, nous gérons mal notre forêt. Et c'est totalement stupéfiant. On a plus de forêt que les Allemands. Mais on importe le bois transformé. Donc nous, on laisse partir du bois qui se fait transformer ailleurs et on importe des meubles. Ce qui veut dire que notre filière forestière, on l'utilise tellement mal qu'on ne sait pas bien valoriser nos forêts. On est en retard pour les replanter aujourd'hui, ce qui est un vrai problème. On les renouvelle moins bien que beaucoup de nos voisins. Et on ne crée pas assez d'emplois dans toute la filière bois. C'est 400 000 aujourd'hui. Mais il y en a des centaines de milliers à créer si on faisait juste aussi bien que les voisins, qu'on arrêtait d'aller faire transformer le bois ailleurs. Donc, on a lancé un grand plan pour structurer cette filière. Et la structuration de cette filière, elle passe aussi par l'investissement. Donc nous, on va investir pour aider à s'équiper et par le regroupement. L'un des problèmes que vous avez un peu évoqué pour l'emploi, pourquoi beaucoup de scieries ou de forestiers ont du mal à embaucher à des bons salaires des jeunes? Parce que bien souvent, ils sont restés trop petits et peu compétitifs. Et donc, on va les aider au regroupement pour créer des structures un peu plus larges. On négocie au niveau de la branche pour investir et pour qu'elle monte un peu les salaires aussi pour embaucher. La puissance publique, avec d'ailleurs l'État, avec les régions, on va investir. On a commencé. Les acteurs industriels, ils doivent investir pour moderniser l'outil productif. Et il doit y avoir une négociation entre les partenaires sociaux pour augmenter les salaires et mieux valoriser. C'est une filière d'avenir si on sait s'organiser. Depuis des décennies, on n'est pas bon parce qu'on n'a pas su suffisamment s'organiser sur le forestier. Voilà ce que je voulais vous dire parce que c'est très important pour la région. Lucie, merci de l'avoir dit. Ce que vous avez dit, ça rejoint ce que vous disiez. Quand vous êtes en EHPAD, ce qui est votre cas aujourd'hui, la semaine, vous êtes logé. Mais le week-end, vous êtes obligé d'aller chez les autres. Je peux me permettre de vous demander quel âge vous avez? Pardon, ça ne se fait pas normalement à une demoiselle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un angle mort, vous l'avez très bien dit, entre 18 et 25 ans. Jusqu'à 18 ans, il y a l'obligation familiale. C'est la famille qui doit les choses, et si vous n'êtes pas nourri et logé, on se retourne vers elle. Et la solidarité nationale, en particulier le minimum pour substituer, le RSA par exemple, commence à 25 ans. Entre les deux, il y a la garantie qu'on a généralisée. Tout le monde n'y a pas accès. Elle ne permet pas encore partout d'avoir accès au logement. Et donc le système avait un vide. Alors face à ce vide, qu'est-ce qui a été fait? Sous le quinquennat précédent, il y a eu une initiative qui a été de prendre la garantie jeune, qui a été testée et qui permet justement à des jeunes qui sont dans cette situation d'être accompagnés, d'avoir un encadrement et de commencer aussi à avoir un revenu pour vivre. Ça a formidablement marché, on en a décidé la généralisation. Donc c'est en train de se généraliser. Ça sera maintenant un droit ouvert, tout le monde ne l'a pas, mais c'est en train de se faire. Et si vous ne l'avez pas demandé, vous y avez droit, je pense, dans votre cas. Donc ça, on va regarder votre cas particulier, mais ça vous permet d'avoir, en plus de ce qu'apporte l'EHPAD, un revenu, un encadrement, et donc vraiment quelque chose qui est une béquille indispensable. La deuxième chose, au-delà de tout ce que j'ai répondu tout à l'heure sur les 16-18 ans, et ça le complète, c'est tout ce qu'on a lancé dans le cadre du plan pauvreté autour du revenu universel d'activité. Au fond, moi, je veux que notre vie dans la société française, ce soit un continuum. Jusqu'à 18 ans, on est obligé de se former. Se former ou travailler en alternance et apprentissage, mais
soit à l'école, soit ailleurs, c'est ce qu'on va mettre dans la loi. Et après 18 ans, on est obligé d'être dans une forme d'activité, et donc on a un revenu en face. Ce revenu universel d'activité qu'on veut créer, il commencera à partir de 18 ans, et il sera accompagné de droits et de devoirs. Soit de se former, soit de travailler. Mais il permettra, et il sera progressif en fonction de l'âge, c'est la concertation qui commence sur ce sujet, mais il évitera qu'on ait, comme vous le vivez aujourd'hui, à cause des circonstances de la vie ou de sa famille, quelqu'un qui a 21 ans, qui fait le maximum pour s'en sortir et qui n'a juste pas d'endroit où loger. Alors, on a à côté de ça aujourd'hui tout ce qu'on fait sur l'hébergement d'urgence, le plan logement d'abord, les pensions de famille. Je ne vous ai pas tout détaillé, je ne veux pas être trop long. Mais voilà, on doit apporter à chacun la solution, et c'est le projet qu'on mène. Et ça prend un peu de temps, mais c'est ça qu'on conduit. Et ça me permet comme ça de répondre aussi à la question que vous aviez très justement posée. Alors, j'avais rien compris quand vous la posiez la question sur les concours d'infirmières. Mais on m'a renseigné entre-temps, donc je suis du coup moins bête et je peux vous apporter une réponse. Je ne le savais pas du tout. Mais donc, le concours, en effet, a été supprimé et il est remplacé à partir de cette année par une sélection sur dossier. Et donc, c'est dans cette sélection qu'on mettra l'avantage, je lis le texte, sur l'acquisition de compétences et la réflexion sur l'orientation et le soin dans les épreuves techniques apportées. Donc, ça ne veut pas dire que c'est fermé et qu'il n'y a plus d'accès, ça veut dire que c'est sur dossier et c'est plus un seul concours. Et donc, à cet égard, ça se rapproche aussi du modèle universitaire, puisqu'il y avait des filières universitaires qui avaient accès ensuite à la formation sur dossier, et donc ça sera maintenant ouvert. Et les élèves en IFSI vont pouvoir bénéficier de la même procédure et aussi des mêmes droits que les autres étudiants, en particulier les droits d'accès Crous et autres. Voilà. Le secrétaire d'État, d'ailleurs, pourra vous renseigner en détail dans la foulée. Mais voilà les précisions que je souhaitais vous apporter, en vous remerciant du coup de m'avoir rendu moins ignorant sur le sujet. J'ai répondu sur les 18-25 ans. Le ministre a répondu sur la pré-bac. Sur la prépa PACES, qui a posé la question. Quand vous parlez de ces montants-là, encore une fois, vous parlez des prépas privés. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Et ça fait partie de la loi. Non, mais je suis d'accord. Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, on en est tous conscients, c'est la réponse que je faisais à monsieur tout à l'heure. Numerus clausus, système très fermé, et donc se sont développés beaucoup de prépas privés. Et donc, quasiment tout le monde maintenant a accès à la prépa privée, et ça crée une sélection, ce qui n'est pas juste. Les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé ont lancé une réforme des études médicales. On ouvre le numerus clausus pour en former plus, parce qu'on en a besoin de plus. Et 2, on va créer, comme ça a commencé, on vient de l'illustrer avec le cas des infirmières et des infirmiers, on crée aussi des procédures qui sont plus justes, avec plus de passerelles, ce qui va permettre de sortir d'un concours trop monolithique, où la seule manière de réussir, c'était le bachotage avec la prépa privée. Et c'est un fils et frère de médecin qui vous parle. Donc, je connais le système par cœur. Donc, en effet, ça, il faut le corriger, parce qu'il n'est pas juste. Et donc, la bonne réponse de la part de l'État, c'est pas de dire « je vais aller payer des prépas privés qui permettent de compenser les injustices du système », c'est de rendre le système plus juste pour permettre justement que, on en forme plus, et que vous soyez mieux accompagnés, et que tout le monde ait la même formation. Tout le monde. Et pas simplement ceux qui peuvent se payer la prépa privée. Et c'est dans cet esprit-là que la réforme des études de santé est en train d'être conduite. Sur le BTS, le ministre a répondu, et donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, d'abord, j'ai vu qu'il y en aurait encore davantage, mais là, ils m'ont dit vraiment que j'étais au-delà de tout délai, donc je pense que je vais déjà causer des ennuis à certains. Moi, je voulais vous remercier d'être venus et remercier vos enseignants, vos éducateurs, les proviseurs, tout le personnel enseignant qui vous a accompagné, parfois préparé au grand débat, fait lire la lettre, c'est essentiel. Ensuite, avant que vous filiez, c'est comme en cours, avant que vous filiez, je dis les derniers mots.
D'abord, je voulais vous remercier pour toutes vos questions parce qu'il n'y avait que des questions sur vos cas particuliers ou sur l'avenir du pays qui ont fait la démonstration à tous ceux qui disent « les jeunes ne s'intéressent pas au pays, les jeunes n'ont pas de réflexion politique », vous avez formidablement démontré pendant près de 5 heures exactement le contraire. Exactement le contraire. Vous avez parlé d'éducation, d'écologie, d'Europe, de citoyenneté, de cas concrets et très concrets dont on parle très peu par ailleurs. Et donc ça, merci, vous avez fait la démonstration de cela. La deuxième chose que je voulais vous dire, comme je le disais tout à l'heure à Nordine, comme je l'ai dit au début, ne vous laissez pas enfermer dans, en quelque sorte, une réflexion collective qui voudrait que tous ces sujets ne sont pas faits pour vous. Que vous soyez majeur ou pas, on parle de l'avenir de notre pays. Et donc on parle d'abord de vous. D'abord de vous. Dans les pays qui ont parfois fait le choix du pire, c'est bien souvent parce que la jeunesse n'avait pas été votée. C'est à vous de savoir quelle société vous voulez construire. Parce que beaucoup des choses qu'on s'est dites, c'est des choix à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc c'est à vous de participer au débat, de le porter, d'être actif, de vous exprimer. Et de vous exprimer dans le lycée, dans l'université, dans le cadre de mouvements associatifs, syndicaux, politiques, de vous exprimer par les élections en allant voter, par le débat citoyen qu'on est en train de faire. C'est fondamental pour l'avenir de notre pays. Pour l'avenir de notre pays et pour vous, pour votre dignité. Parce que vous avez une chance inouïe et ne l'oubliez jamais. Vous êtes né en France ou vous êtes arrivé en France. C'est un pays libre, qui aime la liberté et la citoyenneté. Et vous êtes dans un pays où vous avez ce luxe de pouvoir décider de votre destin en étant citoyen. Ne laissez à personne ce droit pour vous. À personne. Quelles que soient les valeurs qui soient les vôtres et ce que vous vouliez porter, rentrez dans le débat et portez-les. Là, je compte sur vous, mais à plein. La dernière chose que je voulais vous dire, et après je vous lâche. J'ai vu, c'est les plus âgés qui disent « ah » au fond. C'est que, sans que ce soit concerté, sans doute Estelle, grâce à vous, vous avez eu le courage de parler de vous et du coup de parler de choses dans la société qu'on n'ose plus nommer. Et vous aussi, vous l'avez fait pour ce que vous vivez. Maman seule qui a du mal à trouver un emploi. Vous l'avez fait ayant été harcelé. Vous l'avez fait étant dyslexique. Vous avez mis des mots, une émotion, un visage sur ces réalités. Je vais vous dire, d'abord, vous les avez réhumanisées. Quand on parle de dyslexie, d'autisme, de harcèlement, de femmes isolées, sont des mots. Ça paraît froid, loin. C'est toujours des personnes. Ensuite, en le disant, vous avez libéré les autres. Mais surtout, vous avez démontré à des millions de nos concitoyens qu'ils avaient droit de le dire. Et que celles et ceux qui vivent ça parfois dans la douleur ou le secret, ils vivent une réalité qui est beaucoup plus commune, malheureusement parfois qu'on ne le pense. Et je vais vous dire, ça, c'est de la politique. C'est le plus beau de la politique. Donc merci pour cela. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez montré cet après-midi qu'un pays, il est fait de femmes et d'hommes différents, qui ont leur souffrance, leur trajectoire, qui veulent juste vivre une aventure commune, parce qu'ils sont forts d'un passé commun et de valeurs qu'ils partagent ensemble, mais qu'ils ont des différences, des blessures, des choses qui peuvent séparer, mais auxquelles on ne doit jamais être réduit.
Et à chaque fois qu'on n'entend pas la souffrance, à chaque fois qu'on n'entend pas ce qui fait notre singularité, à chaque fois qu'on humilie dans la société, qu'on oublie, qu'on veut effacer, c'est nous tous qu'on affaiblit un peu. Alors ne perdez rien de cet enthousiasme, de cette liberté, de ce que vous avez montré cet après-midi. Vous m'avez rendu formidablement fier d'être le président de la République française cet après-midi. Merci.